Vous suivez la première radio privée du Sénégal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les titres de ce journal. Hausse du prix du pain à 200 francs en vue. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal menace. Elle souhaite l'application du décret 2277 du 31 décembre 2019 qui fixe la réglementation dans le secteur. Les membres dénoncent l'anarchie notée dans la vente de pain au niveau des boutiques. Coronavirus au Sénégal, 136 nouvelles contaminations, dont 35 communautaires enregistrées ce mercredi et 3 décès liés à la Covid-19. La région de Diourbel enregistre son 6e décès. La pandémie gagne du terrain. Le Rassemblement des travailleurs africains du Sénégal tire la sonnette d'alarme. Le RTAS demande aux autorités le renforcement des mesures de contrôle et de sanctions. Tabaski 2020 célébré ce 31 juillet face à la crise économique liée à la Covid-19. Comment doit dépenser le musulman? La réponse avec l'imam de la grande mosquée de Liberté 6 Nord, Amadou Maktar Ndiaye, va également revenir sur les bêtes à sacrifier. Les inondations, on en parle avec notre invité, le directeur de la prévention et de la gestion des inondations au ministère de l'eau et de l'assainissement. Rassure, Mamoudou Alpha Sidibé affirme que la situation est sous contrôle. Voilà pour les titres. Sud-Soir. Est à la présentation. Alassane Ouad assure la mise en onde. Bienvenue. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal menace d'augmenter le prix du pain à 200 francs si le décret 2277 du 31 décembre 2019 fixant la réglementation dans le secteur n'est pas appliqué. Une décision prise suite à l'anarchie notée dans la vente de pain dans les boutiques. Ses membres invitent les gouverneurs à convoquer en urgence le comité régional de suivi du secteur de la boulangerie afin de réguler le secteur. Ils ont fait face à la presse ce matin. Aïssatou Gueiba. Face à l'anarchie qui prévaut dans la vente de pain dans les boutiques, notamment le manque d'hygiène et les conditions de livraison non conformes aux exigences des textes, la Fédération nationale des boulangers, en croisade avec la Fédération nationale de Saint-Louis, Lougamour et le regroupement des boulangers du Sénégal, demandent l'application des décrets 2777 du 31 décembre 2019 fixant une réglementation du marché. Ils menacent d'augmenter le prix du pain à 200 francs CFA s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Amadou Gaye, président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. La réglementation n'est pas appliquée. Aussi, nous pouvons dire que le ministre du Commerce aussi a signé plusieurs arrêtés d'application de ce décret. Et nous témoignons ici sa ferme volonté d'assainir le secteur. Nous appelons pour tous les boulangers de se tenir prêts parce que le combat ne fait que commencer. S'y ajoutent des boulangeries non déclarées construites un peu partout pour l'installation des comités régionaux. Les gouverneurs, les comités locaux et le ministère du Commerce sont interpellés afin de réguler le marché. Nous invitons tous les gouverneurs du Sénégal de convoquer en urgence le comité technique régional de suivi du secteur de la boulangerie pour statuer sur les cas en latence. Nous demandons solennellement au ministre du Commerce d'atténuer la souffrance des boulangers. Autre revendication, les récurrentes coupures d'eau et d'électricité. Beaucoup d'équipements perdus. Les boulangeries risquent de faire faillite. Le fait d'avoir là une pénurie d'eau, coupure de courant, mais surtout la pénurie d'eau détériore nos équipements. La SEN'EAU est en train, je vous assure, de détruire les équipements des boulangers du Sénégal. Très impactés par le Covid-19, ces travailleurs demandent à être pris en charge par l'État du Sénégal, comme dans beaucoup de secteurs dont le budget alloué aux entreprises très impactées par cette pandémie. Interdiction de la vente des sachets plastiques et sanctions contre les contrevenants. La sortie du ministre de l'Environnement est qualifiée de paradoxale par l'UNACOIS Yessal. On ne peut pas autoriser son entrée dans le territoire national et ensuite interdire sa vente. Aladjan, directeur exécutif de l'UNACOIS Yessal, avec Rapsel Manuel. Nous inscrivons en faux par rapport à ce qu'il a dit, puisque nous avons constaté un paradoxe de la démarche du gouvernement. On ne peut pas autoriser un produit à entrer dans le pays par un service et un autre service de l'État l'interdit. Ça ne doit pas se faire parce que si le produit est entré dans le territoire, c'est parce que c'est accepté, parce qu'on a payé la douane. Et en même temps, un autre service de l'État, par exemple la direction de l'environnement, vient interdire en menaçant les commerçants. Nous ne sommes pas d'accord et ce n'est pas une bonne pratique. Et c'est une démarche paradoxale.
puisqu'on ne doit même pas interdire le produit si on n'a pas un produit de substitution. Par exemple, les emballages plastiques, on peut les remplacer par les emballages papier. L'État n'a rien fait pour que les emballages en papier soient dans le marché avant la pénétration des emballages plastiques. Alors que si on avait interdit l'entrée, le convoyeur lui-même peut retourner le produit là où il vient, ou bien on peut l'envoyer dans un autre pays. Mais on ne peut pas autoriser son entrée dans le pays en payant la douane et en même temps constater, des saisies par un autre service de l'État. Ça, c'est un paradoxe. Donc, nous sommes contre les déclarations du ministre de l'Environnement et le combat ne fait que commencer. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption planche sur le plan opérationnel de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Une série de rencontres est entamée depuis lundi. Les discussions étalées sur 2 jours vont se poursuivre les 28 et 29 juillet. L'OFNAC, le ministère de la Justice, l'IGE, les cours des comptes vont se pencher sur la feuille de route à élaborer dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. La pandémie de Covid-19 poursuit sa progression dans le pays. 9121 cas d'infection sont désormais recensés après 136 nouvelles contaminations enregistrées ces dernières 24 heures, dont 35 communautaires identifiés entre Dakar, Thiès, Kaolack, Saint-Louis, Touba et Ziguinchor. Le pays déplore au total 177 décès. 3 personnes ont été emportées hier par le virus. Le point sur la situation du jour avec El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 1244 tests réalisés, 136 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,93%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 101 cas contacts suivis par nos services, 35 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre les localités ou quartiers suivants. Thiès, 5, Mbour, 3, Guédiawaye, 2, Liberté 6, 2, Pikine, 2, Sicap Baobab, 2, Ziguinchor, 2, Colobane, 1, Dakar Plateau, 1, Grand Médine, 1, HLM 1, Kaolack 1, Keur Massar 1, Mariste 1, Médina 1, Niary Tally 1, Nord Foire 1, Parcelles Assainies 1, Rufisque 1, Saint-Louis 1, Thionck Essyl 1, Touba 1, Yoff 1 et zone de captage 1. 64 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 39 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce mardi 21 juillet 2020. L'état des autres patients est resté stable. À ce jour, 9121 cas ont été déclarés positifs, dont 6108 guéris, 177 décédés et donc 2835 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées, souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective et rappelle encore une fois aux populations l'importance de respecter la distanciation physique d'au moins 1 mètre dans les lieux publics et rassemblements, le port obligatoire de masques et enfin le lavage fréquent des mains. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous remercie. La région de Diourbel enregistre son 6e cas de décès lié au coronavirus. La pandémie gagne du terrain dans la région à moins de 2 semaines de la fête de Tabaski. Adama Ndiaye.
La pandémie de la Covid-19 continue de progresser au niveau du district sanitaire de Diourbel avec son lot de morts à moins de 2 semaines de la fête de la Tabaski. Ainsi, le district sanitaire de Diourbel vient d'enregistrer son 6e cas de décès depuis le début de la pandémie. Le district a enregistré au total 44 cas, dont 19 issus de la transmission communautaire et 26 cas contacts. Il y a eu 36 cas qui ont été guéris, 6 décès et 2 malades sous traitement. Pour rappel, un cas a été soustrait des cas de traitement car il a été comptabilisé par le district sanitaire de Touba. L'approche de la Tabaski est favorable à la propagation du virus car les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires sont foulées aux pieds au niveau des marchés et des forages. Diourbel, Sud FM, Adam Ndiaye. Adam Ndiaye, la pandémie de Covid-19 continue sa progression dans notre pays, une situation qui inquiète le RTAS qui tire la sonnette d'alarme. Le Rassemblement des travailleurs africains demande au pouvoir public le renforcement des mesures de contrôle et de sanction des contrevenants aux obligations prescrites par les autorités sanitaires dans le transport public, les marchés et autres lieux publics. Il s'agit de lutter vigoureusement contre le laisser-aller. C'est ce que nous dit Momar Samb, le secrétaire général du RTAS, joint par Mariam Diaye. Nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est tirer la sonnette d'alarme sur 2 choses. D'abord, en direction des populations, demander vraiment, appeler à renforcer la vigilance pour se préserver de la maladie, mais surtout pour préserver les personnes vulnérables, surtout ceux du 3e âge, ceux qui portent des maladies chroniques, etc. Deuxièmement, pour les pouvoirs publics, nous pensons que les pouvoirs publics, l'État en particulier, doit renforcer les mesures de contrôle et de sanction. Parce qu'il y a des contrevenants au niveau du transport, au niveau des marchés, au niveau des services publics, etc. Or, les recommandations qui ont suivi pour accompagner, disons, l'assouplissement de la situation ont amené l'État à très clairement les mesures qui sont édictées par les autorités sanitaires. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'État doit renforcer sa présence selon les formes qu'il pourrait indiquer ou déterminer, mais de manière draconienne, obliger les gens à porter les masques ou les sanctionner. Il doit également assurer un travail de surveillance et de contrôle dans ces différents secteurs, le transport, les marchés, etc., les lieux publics fréquentés par les populations. Je pense que nous ne devons pas relâcher. Et ce relâchement-là, psychologiquement, est en train de pénétrer les gens. Les gens vont dans les mosquées de manière inconsidérée, ils vont au marché de manière inconsidérée, dans les transports de manière inconsidérée. C'est inadmissible. Nous devons tirer la sonnette d'alarme. Il faut que tout le monde prenne conscience du danger qui est là. On va vers une catastrophe si nous ne nous ressaisissons pas tous ensemble. Parce qu'aujourd'hui, c'est tous ensemble, toute la communauté, et à mon avis, toutes les forces politiques, syndicales, civiles doivent se mobiliser pour ça. Voilà un peu le du cœur, quoi. Effervescence liée à la fête de Tabaski, de nombreux citoyens abandonnent les gestes barrières alors que la maladie progresse, mais ces comportements dangereux sont à l'actif de la levée des restrictions, selon le Dr Souleymane Lo, sociologue. Les précisions avec Kisenia. Transport urbain, interurbain pris d'assaut, marché et foirailles bondés. On s'agglutine dans les lieux publics et les événements familiaux rassemblent de plus en plus de monde, sans masque, sans distanciation sociale. La Tabaski accélère ces attitudes dangereuses qui propagent la Covid-19. Les gestes barrières sont abandonnés et cela ne surprend pas le docteur Souleymane Lo, sociologue. Il lie la situation à la levée des restrictions. On vit avec le virus sur ordre du gouvernement. À mon avis, ce n'est pas une question de la Tabaski qui aurait un effet dans l'oubli concernant donc la présence de la maladie, mais que la conséquence première vient de la décision donc du gouvernement lorsque, en tout cas, l'état d'urgence et le couvre-feu ont été levés, prétextant qu'il faut vivre avec le virus. Alors, vivre avec le virus, ça revient effectivement de libérer donc la population et que les gens dans leur tête aussi se sont dit, il n'y a pas autre solution que de vivre avec donc le virus. Le gouvernement, l'État nous a demandé de vaquer à nos préoccupations parce que l'économie vaut plus que donc la santé. Alors donc il n'y a plus rien à faire. Il faut que chacun aille
faire ce que bon lui semble et que ne plus donc rester à la maison, etc., etc. Et même donc, je l'avais dit précédemment que même le port le respect donc des mesures barrières, c'était une façon de dire pour l'État, mais l'État a été donc le premier à abdiquer et qui aujourd'hui invite tout le monde donc à véritablement se comporter comme ça se constate actuellement. Toutes les activités et autres événements prennent désormais le dessus sur la lutte contre la pandémie. De nombreux citoyens rejettent les gestes barrières et sont déterminés à passer cette fête de Tabaski en famille, peu importe les risques. La Covid-19 risque de se propager dans les localités les plus reculées du pays. Il signale la date de la célébration de la Tabaski est connue, ce sera le vendredi 31 juillet si l'on se fie au résultat de l'observation de la Lune effectuée mardi, précise l'astronome Maram Kairé, qui indique que la Lune a été aperçue dans plusieurs localités du pays et même à l'étranger. La Commission nationale de concertation du croissant lunaire confirme la date du 31 juillet. La commission s'est réunie hier. Elle affirme que la Lune a été aperçue dans plusieurs endroits du pays. Face à la crise économique liée à la Covid-19, le musulman doit dépenser uniquement selon ses moyens et le Créateur va le récompenser. Éclairage de l'imam de la grande mosquée de Liberté 6 Nord en face du camp pénal. Amadou Mokhtar Ndiaye revient sur les bêtes à sacrifier et précisément sur les 13 types de moutons à ne pas sacrifier le jour de la Tabaski. Imam Amadou Mokhtar Ndiaye avec Hapsé Limanoual. Il faut qu'elle soit saine, valide et ne comportant aucun défaut ou handicap. Par conséquent, il y a 13 types de bêtes qui ne remplissent pas les conditions d'un sacrifice. Une bête manifestement malade, une bête visiblement boiteuse, une bête borgne dont le défaut est visible, une bête aveugle, une bête maigre, une bête qui a une bouche puante, c'est-à-dire une mauvaise haleine, une bête muette, l'amputée d'une corne, d'une oreille, l'amputée d'une queue, une bête qui traîne d'une diarrhée persistante, une bête issue d'un croisement d'espèces différentes et enfin une bête qui saigne en abondance au niveau des oreilles, des cornes ou même au niveau de la queue. Voilà des défauts qui, une fois constatés chez une bête, cette dernière ne pourra plus être présentée en sacrifice. Donc nous lançons un appel à ceux qui désirent acheter un bélier de faire très attention pour ne pas tomber sur ces genres de bêtes. Cette année, on assistera à une Tabaski spéciale avec la pandémie du coronavirus. On risque de voir, n'est-ce pas, des pères de famille qui ne vont pas accomplir le sacrifice de la Tabaski, mais qu'ils sachent que la Tabaski est avant tout un acte sunna commandé à tout musulman capable de l'accomplir. Donc, le fait de ne pas sacrifier une bête ne fera l'objet d'aucun péché. Et qu'il sache que le prophète Mohammed avait sacrifié 2 béliers, un pour lui et sa famille, l'autre pour tout musulman de sa nation dépourvu de quoi sacrifier. Donc le fait de ne pas sacrifier une bête ne fera l'objet d'aucun péché, parce que c'est un acte purement sunna à celui qui est capable de l'accomplir, bien entendu. Après les dernières pluies enregistrées, la situation est sous contrôle. Pas d'inondation à part Ziguinchor et Fatick. Les ouvrages fonctionnent bien malgré quelques problèmes notés dans certaines localités. Le directeur de la prévention et de la gestion des inondations au ministère de l'eau et de l'assainissement rassure Mamadou Alpha Sidibé avec El Hadj Malick Ndiaye. Sur le constat que nous avons fait, globalement, les ouvrages sont bien comportés, même si on a constaté ça et là quelques problèmes. Des problèmes qui sont liés plus à une question de mobilité, parce que tout simplement, par moment, les ouvrages qui ont été curés, nettoyés, ont été malheureusement encore obstrués par des dépôts d'ordures qui sont souvent nuitamment déposés par les populations. Et peut-être que c'est le lieu aussi de profiter pour lancer un appel aux populations pour leur dire que compte tenu des prévisions saisonnières qui font que cette année, nous aurons certainement beaucoup de pluie, il faudrait que chacun, dans son quartier, dans sa zone, soit vigilant et soit un peu le surveillant ou alors le gardien des ouvrages qui existent dans sa zone. Parce que ceci va nous permettre tous, effectivement, de prévenir les inondations. Même si, il faut le dire, le risque zéro en termes d'inondation n'existe pas. Est-ce qu'il y a des zones touchées après ces pluies? Oui, tout de suite, en vous faisant un peu les différents relevés ou de pluies qui ont été notés ces derniers jours, je vous ai indiqué un certain nombre de villes. Je vous dis que si on prend Dakar, vous verrez que
globalement, la situation est sous maîtrise. Nous avons constaté quelques petits problèmes de mobilité au niveau de l'autoroute, au niveau des HLM. Et je vous expliquais que ça, c'était lié au fait que l'ouvrage était obstrué par des dépôts d'ordures. Et nous avons aussi constaté, comme vous avez dit, des inondations aussi dans la ville de Ziguinchor. Un peu à Fatick, parce qu'à Fatick aussi, on a eu 90 mm de pluie qui ont fait que la route qui donne sur le quartier Ndiaye, un peu au niveau du garage, on a constaté aussi des inondations. Mais globalement, au niveau national, je veux dire que la situation est sous maîtrise. Jusque-là, on peut dire qu'on n'a pas constaté vraiment des inondations qui peuvent entraîner des dommages pour les populations. À l'instant, Mamadou Alpha Sidibé, le directeur de la prévention et de la gestion des inondations au ministère de l'eau et de l'assainissement, il sera notre invité. Démarrage effectif de la campagne agricole. Toutes les régions ont enregistré des précipitations selon le chargé de communication du CNCR. Pour obtenir de bons rendements, Sidiba recommande aux paysans d'utiliser correctement les fertilisants et de diversifier la production. Sidiba avec Rapseli Manouane. On s'attelle aux travaux champêtres. On est en train de sarcler les champs et de démarrer les milles et faire l'épandage des fertilisants. Ceux qui ont de l'engrais chimique sont en train de le faire. Ceux qui ont dans l'engrais organique aussi sont en train de le faire. Et pratiquement, c'est ça, quoi. Il faut reconnaître que la pluviométrie quand même est bonne. On a assez de pluie. Et ce qu'on souhaitait, on souhaite que cela continue et jusqu'à la fin de l'hivernage, que les prévisions de nos amis de la NACIM s'avèrent exactes. Oui, démarrage effectif de la campagne pour toutes les spéculations et pour toutes les cultures et au niveau de toutes les régions du Sénégal. Bon, c'est de bien entretenir les cultures. Et maintenant, c'est la période cruciale qui peut conduire à des lendemains meilleurs. Et c'est maintenant qu'il faut s'atteler à rendre les champs très propres, à démarrer les milles à 3 plans et à mettre les fertilisants chimiques comme organiques pour qu'il puisse y avoir des rendements quand même assez intéressants. Et surtout, bien entretenir les cultures avec les bonnes pratiques agricoles. C'est ça que je vous demande. Je conseille aux mes amis producteurs de varier la production, de ne pas se limiter uniquement au mil et au maïs et à l'arachide. Cultiver le riz, cultiver le niébé, cultiver le sésame et diversifier les cultures pour augmenter les revenus des exploitations familiales. C'est ça notre objectif, c'est ça la vision du CNCR. On est dans toutes les filières et je pense que tous les acteurs des filières, oignons, riz et tout le monde doit s'y mettre, faire de sorte que la production soit variée au niveau des exploitations familiales pour augmenter le revenu de ces exploitations-là et maximiser les chances de réussite, les cultures. Sud FM. Baccalauréat 2020, les épreuves d'EPS démarrent demain et se dérouleront jusqu'au 28 juillet prochain dans un contexte de Covid-19 qui divise les professeurs d'éducation physique. Les élèves restés 5 mois sans cours d'EPS pourront-ils du coup faire face aux épreuves d'endurance? Est-ce que toutes les mesures d'accompagnement ont été prises par l'office du bac? Les professeurs d'EPS se posent des questions et se disent inquiets. La tenue de ces épreuves physiques à partir de demain n'est pas opportune selon Khalifa Babacar Ndiaye, le secrétaire général de l'Association nationale des enseignants d'EPS du Sénégal, joint par Mamdiara Da Silva. Une reprise déjà pour évaluer des enseignements apprentissages sur des compétences que nous n'avons pas installées depuis plus de 5 mois d'arrêt des cours demeure d'abord carrément à l'opposé des principes de la pédagogie. Ça, il faut déjà que tout le monde le sache. Nous, en tant qu'association corporative, nous avons tiré la sonnette d'alarme et alerté tous les acteurs. Mais jusque-là, nous voyons que l'État et les acteurs concernés sont dans leur dynamique de faire valoir l'examen demain. Demain, Inch'Allah, et jusqu'au 28, quelles sont les mesures d'accompagnement qui vont de pair avec les épreuves physiques? Nous leur avions donné dans un argumentaire accompagné du protocole sanitaire que nous avions proposé lorsque nous avions été carrément mis de côté lors de la première reprise. D'ailleurs, c'est sur cette base-là qu'ils ont accepté de faire revenir l'éducation physique dans le dispositif des enseignements-apprentissages, étant entendu que les délais sont extrêmement courts. La lettre circulaire nous est tombée dessus le 16 juillet 2020 en son numéro 1751. On nous demande d'exécuter à partir de demain jusqu'au 28 des épreuves physiques sur toute l'étendue du territoire. Alors voilà, la problématique qui se pose, c'est est-ce que l'Office du bac a mis véritablement les moyens nécessaires par rapport à la Covid-19 pour le respect déjà de la distanciation physique? Il n'y a pas de souci, le PS gère, mais plutôt par rapport au kit de lavage, par rapport à la disponibilité des gels, la disponibilité des masques et tout ce qui va avec, ça reste à savoir parce que jusque-là, nous n'avons pas de réponse sur ça. Alors, chaque candidat aura droit à 2 épreuves, n'est-ce pas? Parfaitement. La course de vitesse, elle est obligatoire.
Maintenant, les candidats auront le choix entre les concours, les sauts et ensuite une épreuve d'endurance. 1000 mètres chez les garçons et 600 mètres chez les filles. Et c'est là où ça devient inquiétant. Parce que cette sollicitation musculaire que demandent ces deux épreuves que je viens de citer, ne serait-ce que pour un athlète ou même, je dirais, un élève qui s'entraîne chaque jour, qui fait ses cours de PS chaque jour, cela demeure un risque. Notre corps de métier va de pair avec des risques d'accident. D'autant plus que les enfants sont restés sédentaires 5 mois, on leur demande de fournir des efforts intenses en peu de temps. En tout cas, ça divise la corporation et les avis sont partagés. Et personnellement, moi qui vous parle au nom de l'Association nationale des enseignants d'éducation physique du Sénégal, nous sommes carrément contre ce baccalauréat qu'on doit faire valoir demain. Parce que je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on s'empresse à vouloir coûte que coûte le faire demain. Il fallait décaler au minimum de 3 semaines, question de donner aux enseignants le peu de temps minimal pour installer chez les enfants un dispositif technique pour qu'ils puissent reprendre la forme physique avant d'aller vers des évaluations quand même. Pour rappel, les épreuves de PS avaient été supprimées à cause de la propagation de la pandémie du coronavirus. Les premières épreuves de PS démarrent demain, jeudi, une programmation jugée soudaine par certains candidats au bac qui se disent pris de court par la nouvelle, alors que d'autres s'inquiètent du non-respect des gestes barrières par les candidats. Adi Fatou Bari. Quelques heures de son épreuve d'éducation physique, ce jeune bachelier du lycée Blaise Diagne n'a toujours pas reçu sa convocation. Les épreuves d'éducation physique, ils étaient bien nombreux, ces candidats au baccalauréat, à croire qu'ils en seraient dispensés, mais leur surprise fut grande lorsque la tutelle en décida autrement à la date du 16 juillet. Moi, je l'ai appris samedi. En fait, quand je l'ai appris, j'ai dit que ce n'est pas possible. Un peu déçu. Parce que je ne pensais pas qu'on allait faire les épreuves physiques subitement. On ne nous a pas encore avertis. Après, on dit qu'on doit faire les épreuves et ça. Alors, on est un peu déçus. Alors, cet élève en classe de terminale S a son astuce pour être prêt dès demain matin, même s'il reconnaît quelques lacunes. Comme nous sommes des élèves, on pratique de sport et études. Pourtant, c'est pour cela qu'on n'est pas surpris, quoi. On est prêt physiquement. Mentalement, ça reste un peu parce qu'ils ne nous ont pas prévenus. Si on descend aujourd'hui, on part au sport et se coucher tôt pour pouvoir se lever de bonne heure pour aller faire les épreuves physiques. Contrairement à lui, cette autre candidate au baccalauréat, elle ne passe pas par 4 chemins pour dévoiler son état d'esprit. On n'est pas encore prête pour faire les épreuves là. On n'est pas encore prête. Entre copains, ces candidats au baccalauréat discutent tranquillement dans le jardin situé non loin de leur lycée et l'un d'eux semble plus préoccupé par la Covid-19 et l'application des gestes barrières le jour des examens. Parce que dans une grande école, par exemple, prenons le cours Sacré-Cœur. C'est une grande école, donc minimum, il y aura 300 élèves. Par exemple, la course, ce sera par fil. Donc certains ne vont pas respecter les mesures barrières. Après 4 mois d'arrêt des cours d'éducation physique, les candidats au baccalauréat seront obligatoirement soumis à ces épreuves d'éducation physique, des épreuves qui, pour les candidats au baccalauréat, seront pour cette année composées de sauts et de courses uniquement. Sud International. Qui sera le candidat du pouvoir à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire? Le décès d'Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre et dauphin d'Alassane Ouattara, bouleverse la stratégie de l'actuel chef de l'État. La candidature du président ivoirien à sa propre succession est évoquée par nombre d'observateurs et au sein de son propre camp, le parti RHDP. Il avait pourtant déclaré qu'il ne serait pas candidat à sa propre succession. C'était le 5 mars dernier. Alassane Ouattara s'exprimer devant les parlementaires réunis en congrès. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Un discours unanimement salué, mais pour le sociologue Francis Akindes, après la mort d'Amadou Gon Coulibaly, successeur fidèle qui aurait pu assurer au président une retraite paisible, l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara à un 3e mandat ne fait plus de doute.
Le gouvernement américain va payer 1,95 milliard de dollars pour obtenir 100 millions de doses d'un potentiel vaccin contre le nouveau coronavirus développé par l'Alliance germano-américaine, ont annoncé les deux laboratoires ce mercredi. Le gouvernement américain a passé une commande initiale de 100 millions de doses pour 1,95 milliard de dollars et pourrait accueillir jusqu'à 500 millions de doses additionnelles, précisant les deux entreprises qui doivent commencer prochainement les essais cliniques pour leur vaccin. A rappeler que 15 millions de personnes sont diagnostiquées positives au nouveau coronavirus dans le monde. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit du directeur de la prévention et de la gestion des inondations au ministère de l'eau et de l'assainissement, Alpha Sidibé. Il est interrogé par El Hadj Malick Ndiaye. Nous sommes avec Mamadou Alpha Sidibé. Bonjour. Bonjour, monsieur Ndiaye. Vous êtes le directeur de la prévention et de la gestion des inondations au ministère de l'eau et de l'assainissement. Alors, après les pluies enregistrées ces dernières 24 heures, quel est l'état des lieux? Merci, M. Ndiaye. Bonjour à vous et bonjour à vos auditeurs. Pour répondre à votre question, je voudrais peut-être, avant d'y arriver, rappeler pour cette année, les prévisions saisonnières indiquent un hivernage très humide dans notre pays. Je crois que cela se confirme avec ce que nous constatons, notamment ces 2 derniers jours où nous avons eu des pluies de type modéré à forte sur quasiment toute l'étendue du territoire. Si vous avez effectivement bien suivi, nous avons eu hier, par exemple, 27 mm à Dakar, alors qu'en même temps, on avait plus de 100 mm dans la zone de Vélingara-Ferro. Et si vous prenez aussi la zone de Nioro, Taïba-Niassène, où en fait on a constaté un cumul décadaire qui dépassait les 200 mm. Samedi aussi, également, on a eu des pluies à Ziguinchor qui ont causé quelques désagréments aux populations. Et effectivement, ces pluies relativement fortes ont aussi, en tout cas, sur le constat que nous avons fait, globalement, les ouvrages sont bien comportés, même si on a constaté ça et là quelques problèmes. Des problèmes qui sont liés plus à une question de mobilité parce que tout simplement, par moment, les ouvrages qui ont été curés, nettoyés, ont été malheureusement encore obstrués par des dépôts d'ordures qui sont souvent nuitamment déposés par les populations. Et peut-être que c'est le lieu aussi de profiter pour lancer un appel aux populations pour leur dire que compte tenu des prévisions saisonnières qui font que cette année, nous aurons certainement beaucoup de pluie, il faudrait que chacun, dans son quartier, dans sa zone, soit vigilant et soit un peu le surveillant ou alors le gardien des ouvrages qui existent dans sa zone. Parce que ceci va nous permettre tous, effectivement, de prévenir les inondations. Même si, il faut le dire, le risque zéro en termes d'inondation n'existe pas. Est-ce qu'il y a des zones touchées après ces pluies? Oui, tout de suite, en vous faisant un peu les différents relevés ou de pluies qui ont été notés ces derniers jours, je vous ai indiqué un certain nombre de villes. Je vous dis que si on prend Dakar, vous verrez que globalement, la situation est sous maîtrise. Nous avons constaté quelques petits problèmes de mobilité au niveau de l'autoroute, au niveau des HLM. Et je vous expliquais que ça, c'était lié au fait que l'ouvrage était obstrué par des dépôts d'ordures. Et nous avons aussi constaté, comme vous avez dit, des inondations aussi dans la ville de Ziguinchor. Un peu à Fatick, parce qu'à Fatick aussi, on a eu 90 mm de pluie qui ont fait que la route qui donne sur le quartier Ndiaye et un peu au niveau du garage, on a constaté aussi des inondations. Mais globalement, au niveau national, je vous dis que la situation est sous maîtrise. Jusque-là, on peut dire qu'on n'a pas constaté vraiment des inondations qui peuvent entraîner des dommages pour les populations. Quel est le dispositif mis en place? Alors, le dispositif qui est mis en place en général pour gérer les inondations, je veux dire qu'il est de plusieurs types, si vous voulez. Le premier dispositif, c'est le dispositif en termes de gouvernance. Vous savez que l'État est organisé pour gérer les inondations. Nous avons ce qu'on appelle un comité national de gestion des inondations qui regroupe en fait tous les acteurs qui interviennent de près ou de loin dans la gestion des inondations. Alors ce comité national-là, il a des démembrements au niveau des régions avec le comité régional et au niveau du département. Donc au niveau de la région, il est présidé par le gouverneur. Au niveau du département, il est présidé par le préfet qui
en termes de coordination et de mise en cohérence des actions de l'État, en fait, préside toutes ces activités-là et coordonne un peu tous les acteurs. Maintenant, en termes de réalisation d'ouvrages structurants, si vous voulez, il y a un certain nombre de structures qui interviennent aussi. Ces structures-là qui ont comme tête de file, si vous voulez, l'ONAS, qui est appuyée effectivement par un certain nombre d'autres structures comme l'ADEME, la PIX, qui, avec des financements bailleurs, permettent de réaliser des ouvrages structurants. Et il faut dire qu'aujourd'hui, en termes de réalisation de l'ouvrage structurant, nous avons constaté une nette avancée, en tout cas ces dernières années-là, qui font que certaines zones qui étaient extrêmement endémiques, surtout dans la région de Dakar, vous verrez que ces zones-là, aujourd'hui, sont presque mises hors d'eau. En termes maintenant de gestion des urgences, c'est le dernier point, peut-être le dernier dispositif. En termes de gestion des urgences, vous avez aussi un certain nombre d'acteurs. Vous avez des acteurs qui sont plus des acteurs de gestion de crise, comme par exemple la BNSP et la DPC, c'est-à-dire la Direction de la Protection Civile. La BNSP étant la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, qui est en cela appuyé par la direction de la prévention et de la gestion des inondations et le service national d'hygiène. Donc ces principaux acteurs-là, ce sont les acteurs que vous verrez plus présentement sur le terrain dans les zones inondées. Et ces acteurs-là, ils interviennent avec un levier un levier qu'on appelle la matrice d'action prioritaire. Une matrice d'action prioritaire qui est en fait, si vous voulez, un plan d'action défini par ces acteurs-là et qui, chaque fois qu'il y a, si vous voulez, urgence, interviennent immédiatement. Donc, présentement, si vous allez dans certains quartiers de la banlieue, vous verrez qu'il y a des activités qui sont en train d'être mises en œuvre. Je pense, par exemple, au Marigot de Mbao, où depuis hier, on est en train de mettre en place un dispositif qui va permettre d'endiguer, si vous voulez, un peu ce marigot-là par rapport un peu aux entrées des eaux de mer au niveau du Marigot liées un peu à une marée haute. Donc nous avons déjà trouvé un certain nombre de sacs à terre, environ 3000 sacs à terre qui vont être au plus tard aujourd'hui et demain mis en place pour un peu permettre en fait de créer une sorte de digue. Le dispositif de décrétage aussi du Marigot va être incessamment fonctionnel avec la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Donc il faut dire que si on sort de Dakar, les dispositifs aussi sont en train d'être déployés comme dans des villes comme Touba, dans des villes comme Kaolack, un peu comme Kaffrine. Donc tous ces dispositifs-là vont être déployés et que donc en tout cas on part dans l'optique que certainement le mois d'août et de septembre vont être plus pluvieux et donc nous allons en tout cas aller crescendo sur les moyens, sur les dispositifs qui seront mis en place pour un peu avoir un bon maillage sur les différentes zones d'inondation que nous avons déjà répertoriées et que nous connaissons. Oui. Mamadou Alpha Sidibé, je vous remercie. Merci, c'est moi. Je rappelle que vous êtes le directeur de la prévention et de la gestion des inondations au ministère de l'eau et de l'assainissement. Sud FM, chez vous, à tout instant. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque Le Monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. La Tabaski 2020 sera bien différente des précédentes pour les artisans de Ngaye. Qui dit Tabaski pense aux chaussures. Mais avec la crise liée à la Covid-19, les clients se font rares et ces artisans ont perdu une partie de la clientèle provenant de la sous-région, selon le secrétaire général de l'Union des artisans de Ngaye Mékhé, Moustapha Thiam. Franchement, ce n'est pas le grand risque. Les clients viennent petit à petit. Les choses ne vont pas bien du tout, franchement. On est en train d'écouler les marchandises, mais pas de la manière qu'on l'aurait souhaité, quoi. Les effets que la Covid a laissés sont toujours là. Il y a beaucoup de clients qui ne viennent pas. Les clients qui deviennent de la sous-région, les frontières sont fermées. Et le gros de nos clients sont sur la sous-région. Franchement, les choses ne vont pas bien du tout. Nous appelons aussi aux autorités compétentes, le ministère de l'artisanat, le ministre du tourisme aussi, qui fait des efforts. Et le ministre Dame Diop, lui, qui est notre ministre des hôtels, vraiment, les artisans de Ngaye Mékhé l'interpellent. Nous voulons qu'ils nous reçoivent et qu'ils tiennent compte de nos difficultés, trouver des solutions ensemble qui vont, par exemple, booster l'économie, qui vont aussi redémarrer les activités, quoi. On avait contracté des crédits bancaires et jusqu'à présent, les banquiers sont à nos trousses. On n'a pas d'appui, on n'a pas de travail pour pouvoir rembourser les crédits. Est-ce que vous avez réfléchi entre vous sur des solutions de sortie de crise pour éviter pareille situation? Bien sûr. Le Covid est bel et bien là, mais ça nous a permis d'avoir plusieurs réflexions. Ici à Mékhé, il y a beaucoup d'entreprises qui sont là. Si on avait des crédits de relance, comme le fait le ministre du Tourisme avec les hôteliers et consorts, on va pouvoir s'en sortir. Et puis on nous donne les moyens, nous, on a la compétence pour pouvoir relever les défis, quoi. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité.
Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque Le Monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Khadissa. Le rappel des titres, hausse du prix du pain à 200 francs en vue. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal menace. Elle souhaite l'application du décret 2277 du 31 décembre 2019 et qui fixe la réglementation dans le secteur. Les membres dénoncent l'anarchie notée dans la vente du pain au niveau des boutiques. Coronavirus au Sénégal, 136 nouvelles contaminations, dont 35 cas communautaires enregistrés ce mercredi et 3 décès. La région de Diourbel enregistre son 6e décès. La pandémie gagne du terrain. Le rassemblement des travailleurs africains du Sénégal tire la sonnette d'alarme. Le RTAS demande aux autorités le renforcement des mesures de contrôle et de sanctions. Tabaski 2020 célébré le 31 juillet 2020 face à la crise économique liée à la Covid-19. Comment doit dépenser le musulman? Vous avez entendu la réponse avec l'imam de la grande mosquée de Liberté 6 Nord, Amadou Maktar Ndiaye, est également revenu sur les bêtes à sacrifier. Les inondations, nous avons également parlé des inondations avec notre invité, le directeur de la prévention et de la gestion des inondations au ministère de l'eau et de l'assainissement. Mamadou Alpha Sidibé affirme que la situation est sous contrôle. L'actualité internationale et Infoéco ont bouclé cette édition mise en œuvre par Alassane Wade. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, Sud Fiscalité.